Nous, notre culture à l'aéroport de Québec, c'est celle-ci. Ce qu'on aime, on a une culture d'innovation à l'aéroport de Québec. Puis on pousse nos employés à sortir des innovations, de même l'innovation du mois qui se retrouve au, au, euh, au comité de direction à tous les mois. Donc nous, notre vision, c'est ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. C'est une traduction d'une citation qui vient de George Bernard Shaw, un prix Nobel de littérature. J'ai pris une petite image là, parce qu'on est en phase de concept, mais c'était juste pour avoir du visuel pour supporter un peu ce que j'allais dire. En fin de compte, l'évolution à Aéroport de Québec, c'est passé par des projets. Parfois, on entend parler qu'il faut faire des essais, il faut avoir des projets pour avancer dans le BIM. C'est un peu ce qu'on a fait sans vraiment avoir des projets qui étaient 100% BIM au départ. Notre premier projet, c'était un stationnement étagé où on a expérimenté des outils un peu 3D. L'architecte avait fait un SketchUp. On n'avait pas demandé à l'époque, on n'avait pas demandé grand-chose. Puis, juste à présenter le SketchUp, il y a des partenaires internes qui ont vraiment réalisé à quel point la visualisation, c'était un outil incroyable. Donc ensuite, un peu parallèlement à ça, on avait un projet de centre de services techniques. C'est un garage d'entretien de véhicules et une caserne de pompiers combinée. Un beau projet aussi. Ce qu'on a fait, c'est qu'à l'époque, on n'était pas prêt. C'est un projet qui est parti en 2009. L'idée germait, donc on a demandé Revit. C'était aussi simple que ça. Puis en même temps, ça a été un bon outil pour nous pour comprendre comment le marché se comportait quand on demandait quelque chose comme ça. Un bon apprentissage. Puis ça nous a permis d'apprendre des choses pour la préparation des projets qui sont venus après. Le plus gros projet dans notre histoire à Aéroport de Québec est en cours de planification, en cours de design. C'est l'agrandissement de l'aérogare. On ajoute 7 portes d'embarquement. C'est un projet de plus de 100 millions de dollars, donc c'est un gros projet, 100 millions de dollars de coût de construction. Donc pour nous, on a décidé de mettre le paquet là-dedans pour être certain de mieux contrôler nos coûts et nos coûts et l'échéancier. On a commencé, ça c'est un peu la vision qu'on avait, mais moi j'ai commencé à vendre l'idée à la haute direction, mais ça a été facile parce que le président et vice-président avaient déjà eu des présentations sur le BIM et les avantages de la visualisation, des choses comme ça, donc ça a été assez facile pour moi de le vendre. Ce que j'ai commencé par faire au début, c'est un plan stratégique organisationnel. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On a établi 5 objectifs stratégiques dans l'organisation. Je les ai établis en regardant, parce que je faisais beaucoup de projets à l'aéroport comme chef de service. Puis je connaissais quand même bien nos lacunes. Fait que j'ai parti de nos lacunes pour déterminer quels seraient nos objectifs d'optimisation de projet. Donc premier objectif, c'était de la visualisation pour faciliter la compréhension. Donc on l'a vu tantôt, puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça. C'est pas facile de comprendre un projet en 2D. C'est pas facile de comprendre même en 3D parfois si les modèles sont pas aussi détaillés avec des matériaux, des choses comme ça. Donc imaginez pour quelqu'un qui fait pas de projet de le regarder sur une feuille de papier en 2D, c'est très ardu. Ce qu'on voulait aussi, c'est améliorer la coordination parce que on fait toujours des projets de plus en plus vite et dans le traditionnel en mode plutôt silo, même si les gens sont à proximité. La façon de faire, c'est plus par étapes. Donc, on voulait améliorer cette coordination-là parce qu'on sait que souvent, on ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour la conception comme donneur d'ouvrage. Donc, nos échéanciers sont souvent serrés. Donc, on s'est dit comment on pourrait améliorer cette coordination-là. On voulait aussi faire du contrôle de programme. Moi, je trouvais que on avait de la difficulté à valider que la conception respectait ce qu'on avait demandé dans notre programme des besoins. Donc, je me suis posé la question, comment faire pour contrôler ça? Parce que dans le fond, nos chargés de projet, ils se retrouvaient la plupart du temps à gérer les problèmes du day-to-day, les erreurs qu'il y avait, puis à éteindre des feux, plutôt qu'à de s'assurer que
la conception puis la construction reflétaient vraiment nos besoins. Ce que je voulais aussi apporter, c'est une quantification plus précise des coûts de projet. Je ne dis pas que c'était pas précis avant, sauf qu'on voulait la bonifier, puis peut-être la faire, avoir des turnovers peut-être un peu plus rapides aussi. Puis que ce soit au niveau des demandes de paiement en mode construction, d'avoir du tangible, du quantitatif plutôt que du qualitatif. C'est plus facile aussi au niveau financier de convaincre nos vice-présidents finances d'émettre un chèque quand on est capable de prouver avec des chiffres, avec un modèle versus la réalité qu'on est bel et bien rendu à 80%. Ensuite, la dernière étape, c'est qu'on voulait faciliter le transfert vers l'exploitation du bâtiment. Il ne faut pas se le cacher, notre dernier gros projet qu'on a terminé en 2008, qui était la première phase de réaménagement de l'aérogare, c'était un projet de quand même 105 millions, mais à la fin du projet, je me souviens encore, il y avait des boîtes complètes de documents puis de plans qui étaient livrés à notre centre de données techniques qui sont encore dans des boîtes, je pense. Donc, c'est pas très performant parce que ça fait en sorte que quand il arrive des problèmes en exploitation du bâtiment, on pédale un peu plus. Donc, il y a des gens ici qui vont être contents de voir ça. On l'utilise en planification. Nous, une chose importante, c'est la visibilité de la tour de contrôle des avions qui atterrissent. Donc, on avait de la difficulté à exprimer comment on allait positionner nos grues au chantier, puis expliquer aux opérations puis aux gens de NAV Canada qu'on était conscient de ça, puis qu'on analysait en détail la situation. Donc, de leur montrer des options de positionnement de grues, ça a été très facile de communiquer notre intention. Quand je parlais de culture d'innovation tantôt, c'est comme ça, Aéroport de Québec. On est une petite gang d'accros des technologies. On a nos montres connectées sur nos téléphones, plein de choses comme ça. On a essayé quelque chose dernièrement. On a marié le monde de la construction avec le monde du jeu vidéo, disons. On vient de terminer une preuve de concept là-dessus. Ce qu'on fait, c'est rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, on utilise les modèles 3D qu'on crée en conception. On les exporte dans un format de jeu vidéo en optimisant, disons, la dimension des fichiers. Et c'est avec une automatisation, disons, de texture et de gestion qu'on a développé avec une compagnie de Québec qui s'appelle Cortex Media, qui fait des applications de toutes sortes. On a développé un processus qui fait en sorte que en dedans de quelques jours, on peut prendre une itération, puis une version, disons, de modèle et l'amener dans un visualisateur 3D. Donc, avec la lunette sur la tête, je l'ai expérimenté avec le modèle de l'existant. On se sent vraiment dans l'infrastructure. Donc, on peut visualiser ce qui va se passer. C'est facile de le voir sur un 3D dans Navisworks, on comprend. Mais quand tu es dedans, c'est plus la même game. Tu comprends vraiment. Puis moi, ce que je voulais, c'est que tous les stakeholders, peu importe qui est impliqué dans le projet, puissent s'asseoir, mettre la lunette, se déplacer dans le modèle, se déplacer à sa guise. Parce que des fois, quand on étudie, on veut pas avoir des vues présetées, on veut pouvoir fouiller un peu partout. C'est là que les commentaires sortent vraiment. On voulait augmenter la coordination interprofessionnelle. Donc, ce qu'on a fait, on a implanté un bureau de projet. Un bureau de projet, déjà, pour la proximité, c'est facilitant au niveau de la coordination. Les gens ont qu'à se lever pour aller se parler, ont besoin de faire un meeting, ils peuvent faire un meeting dans la minute. Je pense que c'est très positif. On met en place des séances de coordination visuelle. En ce moment, on est plus au début de notre processus de conception, donc on n'en a pas eu énormément en coordination visuelle, mais on en a eu quand même quelques-unes lors de la modélisation des conditions existantes. On utilise le format BCF pour partager des commentaires, disons, surtout entre le gérant de construction ainsi que le gestionnaire BIM principal et les professionnels. Donc, pour partager l'information, c'est un peu plus facile que de le dire dans les airs. Et c'est sûr, on demande la détection d'interférences, c'est quand même la base.
Mais par contre, comment nous, on le voit pour nous aider à faire notre contrôle, parce que tu sais, on a quand même toujours nos 3 aspects, coût, échéancier, qualité. Nous, au niveau de la qualité, qui a un impact aussi sur les coûts, on faisait toujours des revues de plans avant de sortir nos plans. Donc, on a implanté, parce qu'on avait les bonnes personnes pour le faire aussi, mais on a implanté une étape où, avant de publier des documents en appel d'offres, nous, comme clients, on fait une dernière validation qui n'enlèvera pas la validation des professionnels, mais comme un dernier check-up de détection d'interférence, juste pour s'assurer de la qualité. Ce que vous voyez à droite, c'est un rapport d'avancement. Donc, on a mis en place des codes de progression dans les modèles. Ces codes de progression-là permettent entre les professionnels de communiquer de l'information, mais ils nous permettent aussi à nous de voir l'avancement de la modélisation, puis aussi quand on fait la détection des interférences à la fin, de s'assurer qu'on ne fait pas de clash detection entre des éléments qui sont en cours ou pas complétés. Donc moi, je le vois comme le contrôle client avant l'émission. On n'a pas toujours le temps de le faire normalement et c'est toujours très difficile de le faire sur des plans 2D quand on n'a pas été impliqué. Avec cette méthode-là, rapidement, avec une matrice de détection d'interférence en fonction des lots de construction qu'on sort, on arrive à faire un dernier check-up de qualité, selon moi. Notre vision, c'est d'amener, parce qu'on a des professionnels, on travaille en bureau de projet, on travaille en gérance de construction, on a des appels d'offres par lot, parce qu'on a un temps réduit, donc on sort des lots en début, vraiment pendant que la conception est très préliminaire. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'on ne voulait pas que toute la coordination qui est faite en conception soit recommencée en chantier. Parce que ça, si on livre des modèles, on fait une coordination, puis on n'oblige pas les entrepreneurs à suivre un minimum de ce qu'on a demandé, bien, au bout du compte, on va avoir mis de l'argent en coordination pour rien. Donc, l'idée derrière ça, un peu, dans notre cas, ça fonctionne bien dans le mode où on est. C'est une conception qui est collée à la construction beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, parce qu'on a débuté des premiers lots de travaux temporaires, mais pour l'agrandissement, c'est avoir des matrices, des modèles fédérés où on vient comparer. Mais moi, à la fin, ce que j'ai besoin, c'est vraiment notre modèle de conception qui a évolué. Comment on fait le contrôle du programme? Bien, toutes les fiches techniques, le programme des besoins, l'idée c'était de le mettre dans une base de données. Cette base de données-là nous permet de faire des rapports, nous permet d'avoir des décomptes. Donc nous, on a utilisé le codebook comme base de données pour y sauvegarder tout notre programme des besoins. Donc toutes nos fiches techniques sont là-dedans. Nos équipements aussi, les équipements qu'on fournit comme client, on les modélise. J'ai mon gestionnaire BIM principal qui modélise les équipements qu'on fournit comme client. Ils sont insérés même dans la base de données ou référencés. Puis une fois que cette base de données-là est liée à Revit, dans ce cas-ci, parce qu'on a décidé qu'on uniformisait la conception sous Revit chez nous, cette synchronisation-là se fait. Donc, les deux systèmes se parlent. Puis pour nous, on peut sortir ensuite des rapports de validation que la conception suit le programme des besoins avec une précision très intéressante. Donc, il y a un cycle, il y a une osmose entre ce codebook-là et cette base de données-là de programme et Revit tout au cours du projet. Au niveau de la quantification, c'est certain, c'était pour l'estimation des coûts en conception et pour sortir nos lots de construction. Je pense que la quantification avec les modèles 3D peut nous permettre d'atteindre une précision intéressante et aussi un cycle un peu plus rapide si, disons, l'intégration est bien faite avec les gens d'estimation. Puis au niveau du contrôle de l'avancement, comme je disais plus tôt pour les demandes de paiement, c'est toujours, selon moi, plus intéressant pour un client d'avoir du quantitatif. Je sais que ce n'est pas tout qui peut être quantifié à l'aide des modèles, mais au moins si on a une grande partie qui est quantifiée, c'est disons, pas mal plus facile à justifier les paiements. Pour nous, en exploitation du bâtiment, ce qui est important, c'est l'information et pas le niveau de détail. Moi, mes usagers à l'interne, on n'utilise pas vraiment Revit, on utilise en gestion de bâtiment un logiciel qui s'appelle Guide TI de Cogep.
Donc, ce qu'on a besoin au day-to-day, c'est l'information. C'est certain que les modèles, on les garde pour les projets de réaménagement futur, d'agrandissement pour d'autres professionnels. C'est sûr que nous, quand même, à la fin, si on a un modèle 3D, on va bénéficier de ça, on va l'utiliser. Donc, ce qu'on veut, c'est la continuité du modèle de conception jusqu'à la fin du projet. Donc, on n'a pas l'intention de remplacer les modèles par les modèles de fabrication, mais ce qui est important, par contre, c'est que ces modèles de conception-là évoluent en fonction des besoins de construction, des directives de chantier, s'il y en a, le moins possible, et qu'à la fin, on se retrouve avec quelque chose de schématique, avec un niveau de détail pour ceux qui s'y connaissent un peu, 300, mais ce qui est important, dont l'enveloppe représente la réalité, donc on peut reconnaître les éléments, mais dont on n'a pas le haut niveau de détail précis. Pour nous, on va garder cette information-là, mais on ne l'utilisera pas. Donc, en exploitation du bâtiment, on s'aligne plutôt. On a pendant le projet une osmose entre notre logiciel qui rassemble nos données de programme et l'outil de modélisation. Donc, c'est des paramètres qui s'importent, c'est des logiciels qui sont faits pour travailler ensemble. Et on est en train de travailler pour faire la table de corrélation, parce que je l'ai entendu plutôt, qu'est-ce que les clients veulent avoir. Pas beaucoup de donneurs d'ouvrages, de clients qui le savent. Effectivement, on est pareil. À un moment donné, moi, j'ai demandé à l'interne, puis tu sais, les gens utilisent les informations qu'ils ont, mais si on demande de faire de la planification, c'est très difficile de se faire une tête là-dessus. J'ai essayé un peu par moi-même, et aussi, n'étant pas en exploitation, c'est aussi très difficile. Donc, je m'étais tourné vers le fournisseur de notre logiciel d'entretien préventif qui m'a dit, on peut faire tout ce que vous avez besoin de quoi? Donc, j'étais un peu pris. Fait que ce qu'on fait, on est en train de mettre en place des sessions de travail avec notre ingénieur mécanique, avec les gens de GTI, avec notre équipe d'entretien, pour déterminer c'est quoi les paramètres importants qu'on veut avoir. Puis on s'est rendu compte que tous ces logiciels-là, ils ont tout plein d'outils d'exportation et importation, puis ça prend vraiment pas grand-chose pour les lier entre eux. En fait, ils sont tous reliés, ils utilisent tous des bases de données SQL. Donc déjà là, on a une colonne commune. On peut faire plein de choses avec ça, tout dépendant du temps et de l'amour qu'on veut y mettre. Donc, après tout ça, il faut avancer. Je pense que ce qui est important pour un client, c'est d'avoir une vision, d'avoir des gens à l'interne qui sont passionnés par ça, d'avoir des jeunes qui ont la culture de l'innovation. Même les plus vieux aussi, souvent, certains en ont une, mais d'avoir quelque chose de frais dans l'entreprise avec des gens qui sont prêts à lever les manches puis à aller chercher les réponses. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience et qui décident d'embarquer dedans, c'est de mettre quand même à profit votre expérience de gestionnaire de projet parce que ça s'applique. C'est tout du common sense, ça vient ensemble. C'est important d'avoir une vision. Il faut savoir où on s'en va. De là, l'analyse stratégique avant d'embarquer. Il faut la développer, la bonifier, mais toujours la questionner parce que souvent, dans un processus comme ça, on pense qu'on a trouvé une solution, mais souvent, il y en a plein d'autres. Il faut laisser de côté un peu son ego puis toujours se questionner. Se donner de la place pour évoluer. Souvent, les gens me disent il faut que tout soit déterminé tout de suite. Il faut que tu le saches parce que sinon, on ne peut rien faire. Mais je pense qu'on ne peut pas faire des processus parfaits du premier coup. Je pense qu'il faut se laisser de la place pour l'améliorer. Puis ça, c'est un message à tout le monde qui... Je sais qu'on veut que ça soit très structuré, beaucoup d'ingénieurs, d'architectes, des gens techniques, mais je pense que si les outils ne sont pas flexibles, on va quand même avoir beaucoup de problèmes. Donc, il faut se donner cette marge de manœuvre-là. Il faut s'entourer d'experts passionnés. Si les gens ne sont pas passionnés dans l'équipe, c'est sûr que ça va être difficile. Donc, assurez-vous de motiver vos gens pour avancer. Il faut innover, c'est sûr, il faut innover. Il ne faut jamais arrêter de chercher des nouvelles solutions. Je pense que c'est la clé. Il faut se donner des outils, il faut se doter d'outils. Quand on parle d'outils, merci à Julie. On travaille avec Cima pour l'acquisition des nuages de points. Ça, c'est un exemple de notre chaufferie. Donc ça, c'est un des outils qu'on a mis en place pour faciliter justement le travail des professionnels. Puis, c'est nous qui a pris cette initiative-là comme client pour... dans le fond, on voulait réduire les honoraires de relevé parce qu'on savait que nos plans n'étaient peut-être pas parfaits. Donc, avec des outils comme ça,
on est certain qu'on est rentré dans notre argent à ce niveau-là. En termes de gestion du changement, il ne faut jamais oublier, mon opinion, c'est qu'on ne doit pas commencer par un plan de gestion. Puis après, un plan de gestion, un plan de gestion BIM. Après ça, un plan de gestion du changement, puis comment on va le faire. Il faut commencer par expliquer aux gens notre vision, vers où on veut s'en aller, c'est quoi qui est important pour nous. Il faut se préparer, il faut s'assurer qu'on sait comment on va gérer ce changement-là. Puis c'est pas juste des changements à l'interne, c'est aussi des changements dans l'industrie, avec des partenaires. Quand on fait une sélection, c'est pas toujours évident d'avoir la vérité vraie. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait du Revit. Mais à quel point l'expertise, la maturité est là, c'est autre chose. Donc, il faut s'assurer qu'on va être capable de le gérer. Puis ensuite, je pense qu'on se fait un plan de gestion, puis on dit comment on va le faire, puis on le détaille. Donc, je reviens encore, puis je pense que je le répéterai jamais assez. Si on n'a pas une stratégie, peu importe les tactiques qu'on va mettre, ça va être très long pour y arriver. Mais même si on a des tactiques puis on n'a pas de stratégie, c'est certain qu'on ne va pas y arriver. Donc, selon moi, ça vient ensemble. La stratégie sans tactique ne fonctionne pas. Donc, la structure qu'on a mis en place, j'ai mis le logo de mes amis de BIM1 parce que c'est notre gestionnaire BIM principal, mais on travaille avec beaucoup d'autres mondes. On travaille avec Vero, Schema et SNC-Lavalin et d'autres. Donc, nous, comme clients, on s'est dit on va être le leader dans le processus, on va être au centre parce que les questions, quand ils vont arriver, puis la gestion, il faut qu'on s'assure que la ligne est respectée puis que la ligne est dure. Parce que sinon, je pense qu'il y a tellement d'embûches dans l'implantation de ces processus-là qu'on risque de retomber dans des anciennes pantoufles. Donc, je suis allé me chercher un gestionnaire BIM principal qui avait l'expertise technique que moi, je n'avais pas. Ça prend une expertise très variée, très générale. C'est quelqu'un qui a déjà été chez IntelliBuild, donc vous avez vu un peu le niveau d'IntelliBuild tantôt. Je pense que c'est très intéressant. Donc, pour moi, la place du client, c'est une planification stratégique, mais une exécution agile. Il ne faut pas se mettre trop de carcans, il faut se donner de la place pour réagir rapidement. Il faut être centré sur les objectifs du client, du projet. Il faut que le client, des fois, dans le BIM, il y a plein d'outils, le fun, là, il y a plein de choses tripantes, mais qu'on pourrait faire, puis que peut-être que ça ne répond pas à nos objectifs. Peut-être que ça pourrait répondre à d'autres objectifs, mais pas à ceux qu'on s'est donnés. Peut-être des objectifs secondaires, mais pas les objectifs primaires du projet. Le client, selon moi, comme dans ma vision, pour atteindre le succès, c'est un intermédiaire entre les intérêts divergents. Si on met des professionnels juste ensemble, puis c'est certain que un a besoin de l'information que l'autre ne veut pas lui fournir, puis j'ai jamais donné cette information-là. Donc nous, on est le médiateur, le catalyseur, puis on peut imposer un peu mieux des livrables ou des façons de faire entre les partenaires. Ça prend une participation active. Je pense qu'il faut être là tous les jours, une participation constante, parce que en même temps, les gens de l'équipe se retournent pas mal vers nous pour avoir notre feedback. C'est très important de le donner le plus rapidement possible, même si c'est pas toujours facile. Nous, on a décidé de supporter aussi les différents intervenants, d'un peu niveler les différents niveaux de maturité BIM. On a fait des petites formations, des fois, quand on arrive avec des outils comme les nuages de points. Juste une petite formation avec des outils comme Codebook aussi, juste un petit refresher pour partir sur les mêmes bases. Puis, on fait de la vérification et du contrôle qualité. Au final, on en est les responsables. Au niveau de la maturité BIM, ce qu'on a constaté, au niveau de la modélisation 3D, c'est que tout le monde avait des standards différents. Une firme a ses standards parce qu'ils ont fait un projet. L'autre firme a ses standards aussi parce qu'ils ont fait des gros projets. Donc, à un moment donné, il faut être capable de mettre ça ensemble pour que ça réponde aux besoins du projet. La collaboration et le partage de l'information, c'est pas tout le monde qui est au même niveau. Il y en a qui sont très ouverts, il y en a qui sont très propriétaires de leurs données. Ils ont peur de les partager, peur d'incompréhension un peu, insécurité. C'est correct, il faut juste être capable de le gérer. Et des différentes méthodologies et outils de travail aussi. Il y en a qui sont très avancés, puis il y en a qui sont moins avancés. Donc, c'est important de faire le pont. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a mis en place des processus.
Ces processus-là, on les a montés avec Groupe Schéma pour optimiser nos projets, mais avoir la flexibilité puis atteindre nos objectifs. On est en train aussi de modifier, préparer certaines clauses contractuelles, mais je pense que ce qui est important, c'est clarifier les mandats le plus possible. Donc ça passe par des plans de gestion, effectivement. Aussi, le partage de l'information dans des clauses contractuelles, je pense que c'est important de le mettre. La confidentialité, les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Puis ça, je pense que je peux comprendre aussi quand on développe du contenu, quand ça a coûté plusieurs milliers de dollars à développer, qu'on peut être un peu sensible. Et nous, on va utiliser les documents de IBC en référence, l'Institut pour le BIM au Canada, en annexe dans la mise à jour de nos contrats. Donc, quand on parle de processus, ben, on a essayé de déterminer notre liste de livrables le plus possible. Donc, on s'est fait une liste qu'on voudrait mettre dans notre échéancier le plus possible ou à part en petits processus. Là. Mais ce qui est important, c'est juste d'avoir la même compréhension de ce qu'on fait. Ce que j'aime bien, quelque chose qu'on fait dans notre projet, c'est les API qu'on appelle. On a des petites applications qu'on fournit à toute l'équipe de projet pour s'assurer qu'on va atteindre nos objectifs. On a des Clash Fear Generators pour nos détections d'interférences. On a développé un module d'import-export de paramètres partagés et d'autres petites applications. C'est quoi les paramètres partagés? Ben, nous, c'est des paramètres qu'on a établis qui étaient importants, surtout pour la gestion de construction, pour le projet, des codes uniformes, master format, les phases. Et donc ça, avec cette application-là, les professionnels n'ont pas à jouer dans cette information-là, mais on réutilise leur modèle pour aller greffer de l'information. Donc, on essaie de ne pas perdre le travail qui a été fait. Donc, je voulais juste rassurer tout le monde, ça n'arrive pas de nulle part de travailler le BIM puis que par magie, tout est facile. Je pense que ça prend des heures. Puis il y a une théorie, la théorie des 10 000 heures là, par M. Anders Ericsson, qui stipule que ça prend au moins 10 000 heures pour commencer à devenir bon dans quelque chose. Puis je pense que les plus grands, que ce soit Mozart ou Bill Gates, c'est des gens qui ont travaillé beaucoup, qui ont mis beaucoup d'heures dans ce qui les passionnait. Puis selon moi, c'est la clé du succès. Ça prend du temps, ça prend de l'huile de coude, comme on dit. Donc, je vous remercie. C'est tout pour ma présentation. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn si vous avez des questions. Il n'y a pas de problème. Je vous répondrai.